Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Free Week, ce rendez-vous hebdomadaire sur ESAE TV consacré à l'actualité digitale et entrepreneuriale, notamment sur notre plateforme ESAE TV. Chers amis internautes, pardonnez la tautologie pour le numéro d'émission de ce matin dans la rubrique Pensée et éveil. Je vais vous inviter à vous contenter de ce que la providence divine met dans votre assiette. Juste après cela, on ira à la découverte d'une femme battante, une entrepreneur de la place, Maridit Rouniovi. Elle est promotrice de restaurant en ligne, La Grande Cuisine. Elle est avec nous ce samedi pour partager avec la jeune génération son expérience entrepreneuriale. Elle aura par la même occasion à prodiguer quelques conseils. Juste après elle, dans la rubrique Foi et astuces spirituelles, je serai avec Richard Bagidi qui est Bokonon Adjayon. Il est Bokonon Humbonon, prêtre de Fa, expert en gestion des risques avec le Fa et le Vaudou. Il est doctorant chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, on parlera du Fa et du Vaudou. On essayera de comprendre leur impact sur la vie humaine. Juste après eux, pour ne pas dire juste après ce panel, pour ne pas dire cette rubrique Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, on installera la tribune virale avec Maridit Rouniovi et Bokonon Adjayon. On parlera notamment de l'animation des réseaux sociaux, notamment de nos jours. On échangera sur la thématique réseaux sociaux ou arènes de combat. C'est une interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre. Et juste après cela, vous aurez droit au zapping de la semaine. Et après le zapping de la semaine, on ira à l'écoute de la diaspora. Ils sont au nombre de 4 qui vont opiner sur les espérances de la diaspora béninoise pour ne pas rester en marge des élections générales de 2026 au Bénin. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour notamment la pensée et éveil. Chers amis internautes, ce qui consume silencieusement tant d'âmes humaines en ce monde, c'est cette funeste habitude de scruter sans relâche l'assiette du prochain. Ainsi, ils se perdent alors en lamentation. Pourquoi lui possède-t-il davantage que moi ? Pourquoi la vie semble-t-elle si injuste? Pourtant, beaucoup oublient que l'existence n'est point une compétition uniforme, mais un examen singulier, atypique, où chacun compose avec ses propres épreuves selon une durée qui lui est assignée sous des conditions de surveillance qui varient mystérieusement. Certains subissent la rigueur inflexible du destin, d'autres bénéficient de clémence inattendue et il en est même qui, profitant d'une invraisemblable tolérance, parviennent à tricher en toute impunité. Qui saisit la profondeur de cette allégorie pénètre l'intimité de la vie et en comprend l'essence. Le véritable secret, mes chers amis, n'est pas de jalouser, mais de souhaiter à vos semblables un surcroît d'accomplissement, car plus vos proches s'élèvent, moins ils s'appuieront sur vous pour combler leur manque et plus ils prospèrent, plus vous vous libérez du poids de leur dépendance. N'oublions jamais que chacun a sa propre assiette, servie par la main invisible de la providence, selon des critères et des paramètres qui échappent à notre entendement. Ce que l'on nous sert, fût-ce maigre ou abondant, n'est pas une injustice, mais un mystère sacré. Ainsi, au lieu de nourrir l'amertume, cultivons la gratitude et la prière. La gratitude pour ce qui nous est donné et la prière pour que la lumière éclaire ce que nous aimons.
car en fin de compte, le bonheur n'est pas d'avoir plus que l'autre, mais d'apprendre à savourer sa part avec dignité et de bénir la part de l'autre avec humilité. Si nous acceptons que nos doigts n'ont pas tous la même taille mais sont tous utiles, que notre corps est composé de plusieurs organes vitaux, que la vie est faite de dualité et de rapports de force, que les jumeaux n'ont jamais la même destinée, alors nous admettrions avec beaucoup de tolérance une kyrielle de choses. Voilà le plus noble enseignement de vie que j'ai à vous donner ce matin, chers amis internautes. Juste après, on passe à la rubrique foi et astuces spirituelles. Foi et astuces spirituelles, chers amis internautes, ce samedi, je suis en compagnie d'une éminence grise des mondes endogènes du Bénin. Il a pour nom Richard Gbagidi Bokonon Adjagnon. Il est Bokonon, Humbonon, prêtre de Fa, expert en gestion des risques avec le Fa et le Vodou. Il est doctorant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Richard Gbagidi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, malgré l'agenda, si je peux le dire ici. C'est moi qui suis honoré que vous me prêtez votre plateau pour pouvoir continuer le travail que nous faisons déjà à l'université pour déconstruire les idées prérequises sur le vaudou et le Fa. Sur le vaudou et le Fa. Alors ce jour, on échange autour de la thématique Fa et vaudou, comprendre leur impact sur la vie humaine. Ce sera une thématique qui sera probablement traitée en deux parties. D'entrée de jeu, j'ai quand même envie de vous poser deux questions préalables. C'est qui le Bokonon? C'est qui le Humbonon? Le Bokonon, c'est quelqu'un qui, tout d'abord, a reçu l'onction divine pour pouvoir exercer le rôle de consultant du Fa, c'est-à-dire celui qui a fait l'initiation au Fa au second degré, c'est-à-dire qui est allé à Igbo-Ifa, la forêt sacrée, et qui a reçu son signe de vie, qui a la connaissance de son programme de vie. Mais il ne suffit pas de s'initier au second degré au Fa pour dire que nous allons directement consulter le Fa, parce que le Fa, c'est une technique, c'est une science. Et là, il faut aller chercher la connaissance du Fa. Donc, vous apprenez le Fa et tout au moins, vous devez faire 7 ans avant de commencer maintenant à exercer pour le public. Pour le public. Et le Humbonon, c'est qui? Le Humbonon peut être Bokonon, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est initié et qui a appris le Fa peut toujours être dignitaire du vaudou. Mais le dignitaire du vaudou Humbonon n'est pas obligé d'être forcément Bokonon. C'est celui-là qui s'est initié au vaudou et qui a évolué graduellement dans le vaudou jusqu'à avoir le secret pour manipuler le vaudou et pour l'orienter vers les bonnes actions. Donc, il a le rumbo, c'est-à-dire la manipulation des vertus, des éléments qui sont liés à un vaudou. Un vaudou. Donc, c'est ça le rumbo, non. Quelqu'un qui a le rumbo, quelqu'un qui a le secret du vaudou. Il a le secret du vaudou. Oui. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est comme une poupée russe. Il y a le vaudou qui est une religion. Il y a le vaudou qui sont des entités, des instances divines que nous adorons. Et il y a la philosophie vaudou. Et les trois sont en un. C'est la philosophie vaudou qui soutient la religion vaudou. Et dans la religion vaudou, il y a l'aspect spirituel vaudou. Et dans l'aspect spirituel vaudou, ça fait appel à des entités, des instances divines qui sont appelées aussi vaudou. Et la philosophie vaudou, c'est cette philosophie qui prône la vie éternelle. C'est cette philosophie-là qui reconnaît une force invisible qui meut tous les corps inanimés et animés. Cette souffle-là, ce souffle-là, cette énergie qui gouverne chaque élément est ce que nous appelons son vaudou. Donc l'homme, tout d'abord, est un vaudou. Parce qu'il est composé pas que du corps. Il y a aussi l'énergie, l'essence divine qui gouverne chacun. Et lorsque cette instance divine quitte le corps physique,
Annie Dondio Agbazado, c'est ça qui est la notion de mort dans notre philosophie africaine. Donc, le vaudou, c'est ce corps-là qui n'est pas un corps physique, mais qui agit intimement avec le corps physique pour que ça soit un corps complet. Donc, un corps physique sans l'essence divine qui le met un corps à moitié. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le vaudou. Et lorsque vous maîtrisez cette énergie et que vous le faites, vous l'actionnez, sa manifestation est appelée encore vaudou. Elle est encore appelée vaudou. Avant d'y revenir, on va parler du Fa déjà. Vous allez nous définir, c'est quoi le Fa aussi? Le Fa aussi, c'est une technique, c'est une science et c'est aussi une bibliothèque invisible. Il faut d'abord d'emblée comprendre que nous ne pouvons pas traiter le Fa et le séparer du vaudou. Parce que dans la religion vaudou, ce qui constitue le socle philosophique, le compendium de toutes les connaissances liées à la pratique du vaudou se retrouve dans un livre invisible. Et ce livre, c'est ça qui porte le nom Fa. Et c'est le moment de préciser et de faire la nuance entre le Fa. Voilà, j'allais demander quelle est l'interrelation entre le Fa et le vaudou. Je viens. Oui. Il faut nuancer le Fa et puis Oromila. Oromila, ok. Allez-y. Le Fa, c'est la connaissance, c'est la sagesse de Dieu. Et Oromila est la divinité qui patronne ce domaine de connaissance et qui permet aux humains d'entrer en connexion avec les informations contenues dans cette médiathèque qui est ce d'autres l'appellent la mémoire akashique, mais chez nous, dans l'espace Adiatado, c'est ça qui porte le nom Fa. Donc, souvent on dit Ifa Oromila, c'est-à-dire Ifa, la divinité, la médiathèque qui est gouvernée par Oromila. Parce que Oromila est cette divinité Yoruba qui patronne le domaine de la sagesse et de la science dans son entièreté. Est-ce que Oromila a un hôtel? Oromila, en tant que vaudou? Oui, Oromila a un hôtel. Et d'abord, il faut comprendre que Oromila est cette divinité, cette essence divine qui est souvent cristallisée dans les noix sacrées, dans les noix du Fa, les noix consacrées, les noix de palme consacrées. Mais lorsque vous allez au Nigeria, il y a des sièges, il y a des hôtels qui sont construits pour Oromila et on va le vénérer là. Souvent, c'est un pied de palmier, pas n'importe quel palmier. Pourquoi le palmier, le choix du palmier? Non, je t'ai déjà dit, Oromila, c'est cette divinité qui est cristallisée dans les noix du palmier. Et lorsque au Nigeria, là qui est même la souche d'où nous avons tiré le Fa, au Bénin, au Ghana, au Togo, lorsque vous allez à la source, il y a un palmier où on va le vénérer. Du point de vue scientifique, il faut comprendre que ce qu'on va vénérer n'est pas ce qui est physique, mais cette énergie qui est supposée être là, ou qu'on appelle là, qu'on invoque là, pour pouvoir entrer en connexion avec lui. Ok. Mais le palmier, quelle est sa symbolique dans la religion vaudou? Quel est son archétype, si on peut le dire en d'autres termes? Non, le palmier, c'est d'abord l'archétype de la divinité Oromila. Donc, c'est le palmier qui est l'archétype de la divinité. Ok. Et dans la religion vaudou, je t'ai déjà dit, le Fa est au centre de toute l'organisation structurelle et intellectuelle du vaudou. Et ainsi, le palmier devient un arbre de vie. Un arbre de vie. Oui. Et ça, Loso Tende a expliqué clairement l'importance du palmier pour l'humanité. C'est un signe de Fa que vous Oui, c'est Loso Di, qu'on appelle Loso Tende, qui dit que tout ce qui est sur le palmier est sacré. C'est de la richesse.
De la richesse. Et ce n'est pas que de la richesse matérielle, c'est aussi de la richesse spirituelle. Merci. Et c'est d'ailleurs de là que lorsque nous voulons connaître notre programme de vie, on va chercher les noix de ce table-là. On les consacre. Ceux qui sont habilités à le consacrent et nous allons chercher notre programme à travers les noix sacrées. Alors vous avez dit tout à l'heure que tout ce qui... c'est difficile un peu de faire dans le vaudou sans en tout cas collaborer avec le Fa. Mais quelle est l'interrelation entre les deux, entre le Fa et le vaudou? En réalité, tout d'abord, le Fa Orunmila. C'est Ifa Orunmila. C'est-à-dire Ifa, la médiathèque contact spirituel gouvernée par Orunmila, la divinité. C'est, je t'ai déjà dit, c'est le compendium de toutes les connaissances, des techniques, de la philosophie dans la religion vaudou et dans la spiritualité vaudou. Parce que lorsque vous prenez spiritualité, c'est des connaissances. Et ça, c'est consigné quelque part. Lorsque la plupart des baux que nous faisons, la plupart des vaudous, ce vaudou ne prend pas ci, ce vaudou prend ça, c'est le Fa qui nous permet de le découvrir. C'est le Fa qui identifie même l'existence du vaudou, parce que le vaudou peut se manifester en te montrant certaines choses, et lorsque ça sort de l'ordinaire, tu vas chercher à comprendre. Et pour mieux comprendre ce qui t'arrive, avant que le Fa ne te dise « Ah, c'est une énergie qui est en train de se manifester et qui voudrait qu'on la canalise, qu'on la maîtrise pour la bonne cause », c'est au Fa qu'il faut aller, et il vous dit dans les moindres détails le type du vaudou, ce que l'intention du vaudou, sa volonté, ce qu'il doit prendre pour en réalité les éléments pour consacrer ce vaudou-là, et comment on doit, la relation, le type de relation qu'on doit entretenir avec ces instances divines. C'est le Fa qui nous donne tous ces détails. Les baux que nous faisons, c'est de la pure science, et cette science est une partie du Fa. C'est le Fa qui nous dit que tel, dans le monde où, dans le temps où le temps n'existait pas, que telle feuille avec tel animal ont eu des liens étiologiques profonds. Et que, par conséquent, lorsque vous cherchez cette feuille et que vous ajoutez les plumes de cet oiseau-là, ou bien le crâne de cet animal-là, et que vous ajoutez ce qui peut créer la relation, c'est-à-dire par exemple une gousse d'attaque, vous obtenez l'effet de ce lien étiologique qui existait entre l'oiseau ou l'animal et la feuille que tu as mis sur ça. C'est le Fa qui nous donne tous ces détails. Il est arrivé un moment où ceux qui manipulent les résultats, c'est-à-dire le beau, oui, ne connaissent plus la source. C'est comme si vous savez que lorsque vous ajoutez tel à tel, ça donne telle réaction. Mais tout le processus expérimental qui a donné ce résultat, tu ne cherches pas à comprendre. Lorsque tu montes dans ta voiture et tu mets la clé et ça prend et tu continues, tu ne sais pas tout le processus expérimental qui a donné ce résultat. Ce qui a fait qui a permis que lorsque tu mets ta clé, ça marche. Donc, ce qui a fait que beaucoup utilisent le beau aujourd'hui, beaucoup utilisent le vaudou, sans plus chercher à comprendre comment ce vaudou est né. Comment est-ce qu'on n'est pas parvenu à comprendre que ce vaudou aime plutôt le noir qu'au blanc, il aime plutôt qu'on lui donne de l'huile rouge qu'à l'huile blanche. On ne sait plus tout ça parce que d'autres profanes sont coupés le lien entre cette source qu'ils ont gardé beaucoup trop secret et puis le résultat qui est le vaudou, qui est le beau, ou qui est même la plupart des paroles de sagesse que nous utilisons dans nos langues maternelles. Dans nos langues maternelles. Alors, j'ai une question à vous poser là. Vous avez dit tout à l'heure qu'on va prendre le Fa pour avoir son programme de vie, mais quelle en est l'utilité et l'intérêt d'aller prendre le Fa en dehors du programme de vie? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'homme n'est pas né pour errer. La vie même sur Terre, selon la philosophie africaine, est une initiation. Et lorsque vous allez à une initiation, lorsque vous êtes initié à quelque chose, vous devez chercher à comprendre comment ça fonctionne. C'est une mission, la vie. C'est une mission terrestre
c'est une mission de la vie manifestée. Et lorsque vous allez dans une mission sans connaître votre ordre de mission, c'est que vous ne saurez même pas vos prérogatives, vos intérêts et comment vous devrez, les outils même que vous devez utiliser pour efficacement remplir votre part du contrat. Donc, le FA, connaître son FA, vous permet de connaître la raison de votre réincarnation sur la terre, la raison de votre prise de corps dans la vie manifestée. Vous savez pourquoi vous êtes là et comment la mission va se dérouler. Et il faut comprendre, c'est-à-dire on va au FA parce que dans la philosophie africaine, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, nous connaissons de façon anticipée le programme pour pouvoir prendre contrôle de ça. Donc, quelqu'un qui s'est initié au FA, qui connaît son programme de vie, a normalement un avantage sur le programme parce qu'il maîtrise davantage ce qui doit lui arriver et comment il doit se prendre pour éviter les aspects négatifs de ce programme. De ce programme-là. Est-ce que, selon vous, la réception du FA est conditionnée à la richesse, au bonheur? Est-ce que quelqu'un qui a des problèmes et qui reçoit le FA et qui, quelques mois après, ne sent pas les changements dans sa vie, peut considérer que le FA qui lui a été fait a été effectué à travers des procédés biaisés? Voilà, il faut comprendre que, je t'ai déjà dit, c'est une mission. Lorsque tu vas en mission et tu as ton ordre de mission et tu connais tes prérogatives, tu connais ce pourquoi tu es allé en mission, cela ne veut pas dire que forcément tu dois pouvoir réaliser la mission à 100%. Ah bon? Oui. Ce qu'on veut, c'est l'effort que tu fais. C'est ce pourquoi on ne donne pas le FA, mais on vous initie. On vous remet les noix pour l'initiation sur, normalement, dans la plupart des obédiences, sur une roue. Lorsque on vous remet ces noix-là sur une roue, c'est pour vous dire que désormais, votre mission est de laborer. Mais, voici la roue, et puis vous avez tout le monde à votre portée. Vous avez la possibilité d'être paresseux et de ne pas pouvoir atteindre la mission, mais vous avez la possibilité d'utiliser cette roue pour faire de votre initiation une source de richesse. C'est-à-dire, vous connaissez le programme. Le programme de certains sont plus difficiles, la mission de certains sont plus difficiles que celle d'autres. Donc, il y a des signes de FA qui sont quand même un peu compliqués. Pas compliqués, mais complexes, qui nécessitent beaucoup plus d'efforts. Et ceux qui ont de grands destins ont souvent ce problème-là. C'est-à-dire, quand tu vas t'initier au FA, et on te dit que ça, c'est le signe des riches. C'est le signe des rois. Le Bokono est en train de te dire par là, de façon subtile, que tu as une grande mission. C'est-à-dire, tu as beaucoup d'efforts à fournir et tu n'as pas que toi seul. Comme un roi n'a pas seulement comme mission de se protéger. Il a comme mission de développer tout un royaume, toute une nation, tout ça. Donc, on te dit que tu as un signe de roi, un signe de riche, et tu vas croiser les bras, tu ne fais pas assez d'efforts, alors tu vas dire que tu t'es initié au FA, mais tu n'as pas obtenu les résultats. Et l'effort ne doit pas être seulement que physique. L'effort doit être aussi spirituel. Et l'effort spirituel, sans accompagner des comportements sociaux qu'il faut, sans l'effort physique nécessaire, ne vaut rien. Donc tu peux faire les rituels sans développer ton intelligence, sans faire beaucoup d'efforts physiques. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Est-ce qu'après avoir été initié au FA, est-ce qu'il y a des comportements à avoir avec les noix sacrées reçues? Est-ce que l'érection du legba, comme on le recommande aux gens, est-ce qu'il est obligatoire pour t'initier au FA? Et dites-nous également, est-ce que après avoir reçu le FA, est-ce qu'il y a une période sur laquelle on doit noter quand même une sorte de changement dans son train de vie quotidien lorsqu'on reste respectueux des prescriptions du Bokono? Si il n'en était pas ainsi, l'initiation au FA n'aurait aucun sens.
quelqu'un qui est allé au Fa, il est allé pour prendre contrôle de sa vie, pour pouvoir la conduire vers un bon port. Donc, lorsque l'initiation est suivie correctement selon le rythme, je dis bien selon le rythme parce que toutes les obédiences ne suivent pas les mêmes processus ritueliques, mais la finalité, c'est toujours le Fa. Donc, et ça, je tiens à apporter quelque chose à nos amis qui sont, à mes collègues Bokono. Il ne faut pas systématiquement dire parce que le processus rituelique, c'est ça qui arrive sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Lorsque quelqu'un apporte son Fa vers notre Bokono, le Bokono systématiquement demande quel est le processus rituelique qui a permis d'obtenir ces noix-là, ce signe-là, lorsque la personne le dit et qui ne cadre pas avec ce que l'autre Bokono connaît. S'il n'est pas un Bokono ouvert d'esprit qui comprend que l'on peut passer par d'autres processus à part ce que lui connaît pour obtenir le Fa, il dit non, le Fa est biaisé. Et puis, nous devons reprendre. Alors qu'il a utilisé ces moules pour pouvoir mesurer le produit d'autres moules. Il devrait avoir un peu d'ouverture d'esprit. Mais lorsque vous allez au Fa et que vous faites tout l'effort qu'il faut et que vous êtes respectueux des prescriptions du Fa, vous avez obligatoirement une vie meilleure. Mais tout le monde n'est pas fait systématiquement pour être immensément riche, mais le minimum possible. La facilité de conduire sa vie doit être à la portée de tout le monde. Et c'est même le nom du Fa, c'est-à-dire trouver le FIFA, trouver la fraîcheur, le bonheur, la prospérité. La prospérité. Est-ce que tout initié au Fa est conditionné obligatoirement à ériger son legba? Ça, c'est une question d'obédience, mais il y a ce qui est que la logique qui veut que... Parce qu'il faut connaître qu'est-ce que le legba d'abord. Le legba, c'est ce que d'autres appellent communément l'ange gardien. Ce legba-là, c'est cette entité divine qui a pris l'option de t'accompagner dans ta mission. C'est ton garde du corps. Il faut, et puis lui, c'est ce pourquoi on le met à la porte. Lorsqu'il est au portail, il empêche les mauvaises choses d'entrer dans ta vie et puis il accepte, il donne l'autorisation aux bonnes choses d'entrer dans ta vie. Donc celui qui érige son legba, il a un point de plus que celui qui n'a pas érigé son legba parce que... Mais ce n'est pas obligatoire. C'est normalement obligatoire parce que tout le monde a un ange gardien. Et lorsque tu... C'est toujours pour avoir le contrôle de sa vie que lorsque tu fais ton Fa, il faut aussi ériger ton legba. Il faut ériger ton legba. Selon le signe que tu as obtenu. Parce que le legba, il y a des spécificités dans l'érection du legba. C'est là où le bas blesse. D'autres ne doivent pas avoir un legba érigé avec de la terre, d'autres doivent l'avoir avec la terre, d'autres doivent l'avoir avec une pierre dessus. Lorsque celui qui t'a initié ne connaît pas les subtilités et il n'a pas l'ouverture d'esprit pour aller demander, à s'informer par rapport à ce signe, il peut t'ériger un legba qui peut devenir un problème pour toi. Ce qui fait que d'aucuns disent que le legba n'est pas nécessaire, sinon le legba, c'est cette entité que tout le monde doit ériger. Et on ne peut pas l'ériger sans connaître son signe de vie. On ne peut pas l'ériger sans connaître son signe de vie. On va y revenir beaucoup plus en détail lors des prochains numéros d'émission pour comprendre un peu où il faut ériger le legba, comment le faire également. Mais j'ai une question très rapidement par rapport au vaudou. On a vu depuis quelques temps, il y a une polémique quand même sur la toile. On sait que vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux où les gens s'interrogent de savoir est-ce que le vaudou parle. Certains dignitaires montent au créneau pour dire non, ça n'existe pas. D'autres soutiennent. Alors, pour vous, au regard de vos travaux de recherche, au regard de votre parcours dans la tradition, est-ce que le vaudou parle? Cette question, c'est une lourde question parce que il y a le signe qui dit « Yewe vaudou on est tes enwelo, à san de migo. Oui, vaudou on tes enwene. Azan domigo et au gouero kebo maman do do ho mi khele ye we vodon mi mande kona ngala we douina pebo do la monde do bon la mer, c'est-à-dire le vaudou là qui n'a pas vu le Fa et qui a pu s'exprimer de le montrer, c'est-à-dire tout vaudou passe par le jet de cori, jet de noix, jet de cola pour pouvoir s'exprimer. Mais il arrive que l'essence divine s'exprime
Et ça, je le dis et je l'assume. Ah bon? Oui, le vaudou parle. Certains vaudous parlent. Lesquels? Ce n'est pas lesquels. Le Haggai. Moi, ma grand-mère, le père de ma grand-mère avait le Haggai. Mais il l'utilisait pour aller faire les combats au champ, c'est-à-dire à Soukaglé. Vous êtes environ 300 pour aller labourer. Il l'utilise pour être premier de ceux-là. Donc, le Haggai lui révèle toutes les machinations de ceux-là qui veulent le combattre, ce qu'ils ont utilisé pour le détruire, tout ça. Il y a plein d'autres vaudous qui sont des vaudous naturels et ils s'expriment. C'est-à-dire, la manifestation commence par l'expression, c'est-à-dire, tu te retrouves quelque part où ce qui ne doit pas parler commence à parler. Mais là, ce n'est pas le djibiti que certains font. Il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas ce vaudou-là maintenant, si je compose, ça parle. Ça n'existe plus maintenant partout. Alors, lorsque vous dites que le vaudou parle, il parle quelle langue? Le fond, Très bien. Le français? Le vaudou, c'est comme le fa. On appelle le fa gbédé, c'est-à-dire celui qui entend, celui qui comprend toutes les langues. Le vaudou s'exprime dans toutes les langues. Mais ça, ce n'est pas l'homme qui lui donne la possibilité, qui compose seulement et ça commence à parler. C'est-à-dire, c'est des vaudous qui sont souvent des vaudous naturels. C'est peut-être une pierre. Et lorsque vous allez là, vous entendez la voix. Et cette voix-là fait que les gens commencent à se poser des questions. Mais lorsque ce vaudou parle, vous êtes obligé d'aller voir encore le fa pour demander comment faire pour faire avec lui. Sinon, il peut arriver un moment où le vaudou ne parlera plus. Alors, très rapidement pour conclure, on parle du fa et du vaudou, de leur impact sur la vie humaine. Et j'aimerais savoir, lorsque quelqu'un va à l'initiation du fa et qu'on lui parle de certains vaudous qui sont sur son signe, quelle est l'attitude à adopter avec ces vaudous-là? Lorsque, par exemple, quelqu'un lui dit, par exemple, qu'il y a les jumeaux, lorsque quelqu'un lui dit, assis à ça, quelle est l'attitude à adopter en réalité? Oh, là, tu viens d'ouvrir la boîte au Pandore, c'est-à-dire là où les gens font tellement de désordre dans notre culture vaudou aujourd'hui. Ce n'est pas parce que la personne sur son signe, il y a 5 entités divines qui se sont manifestées que systématiquement on doit lui ériger les 5 entités. C'est que peut-être que le roro dont on parle, c'est un roro familial, il doit les entretenir. Peut-être que le Khebioso, c'est un Khebioso familial qui est peut-être dans sa maison paternelle comme dans sa maison maternelle. Ou bien, il peut arriver que le Khebioso lui demande, tu dois m'ériger. Ou bien le Khebioso peut lui dire, on fait un rituel simplement en invoquant le vaudou Khebioso pour lui et c'est déjà bon. Donc, ça dépend de la volonté de l'instance divine. La relation que l'homme entretient avec une instance divine dépend de la volonté de l'instance divine elle-même. C'est au vaudou de te dire, viens à moi par telle voie, viens me faire ci, viens me faire ça, je voudrais bien habiter chez toi. Oui. C'est en réalité l'instance divine qui demande ça. Ce n'est pas que tu te lèves et parce qu'il y a des vaudous sur ton signe, systématiquement on t'érige tout. Il peut arriver que ça soit toi-même qui soit incarné par ce vaudou-là. Et on peut te faire les cérémonies pour te mettre en harmonie avec le vaudou. Et c'est tout. Mais il peut arriver que le vaudou demande à ce qu'on lui érige un autel qui a une forme d'antenne par laquelle tu peux te connecter à lui pour qu'il puisse t'apporter, parce que le vaudou n'apporte que le bonheur dans la vie d'un individu. Donc, pour pouvoir t'apporter ce bonheur-là, tu as besoin de lui ériger un autel, un réceptacle. Donc, la relation que l'homme doit entretenir avec le vaudou, les vaudous qui sont sur son fa, sont définis par le fa, qui est en réalité le porte-parole des vaudous. Le porte-parole des vaudous. Ma question, c'est de savoir, par exemple, lorsque la personne ne veut pas ériger, lorsque par exemple on dit quelqu'un il a Khebioso sur son signe, Dan sur son signe, ou Meroro sur son signe, est-ce que lui-même, naturellement, de façon périodique, peut aller faire des libations à ces vaudous-là? Ce n'est pas s'il ne veut pas ériger. C'est le vaudou qui demande de l'ériger ou pas. Si le vaudou demande que tu l'ériges, c'est qu'il a déjà regardé tes conditions. Il sait que tu peux l'ériger. Si le vaudou demande que tu l'ériges et que tu vas simplement faire des libations périodiquement, tu n'auras pas gain de cause. Il faut d'abord que tu puisses l'ériger pour avoir gain de cause. Mais si le vaudou dit ne m'érige pas
Et même si quelqu'un te prenait 10 millions pour t'ériger un réceptacle, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Donc, le vaudou peut dire, d'abord, les vaudous qui sont sur ton phare, lorsque tu vas les voir n'importe où, il faut manifester une certaine sympathie avec ceux-là qui pratiquent ce vaudou. Parce que tu dis, ah, c'est mon vaudou. Quelqu'un qui a le lissa sur son signe et qui voit des gens sont en train de faire une libation pour lissa, il s'arrête et il se prosterne là. S'il a quelque chose, il donne. C'est déjà une source de bénédiction pour lui. En somme, pour conclure, le fa et le vaudou sont source de bonheur. Plus que ça, c'est pour conduire une vie dans sa plénitude vers le bon port. Vers le bon port. Oui. Merci à vous, Richard Baguidi, pour ce moment d'échange assez intéressant, assez riche. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. C'était à l'instant Richard Baguidi, qui est Bokono Adjayon. Voilà, Bokono Adjayon. J'allais ajouter forcément cela. Il est Humbono également. Merci à vous pour ce moment d'échange qui nous est assez riche. Je rappelle à nos amis internautes que notre invité de ce jour est également expert en gestion des risques avec le FA et le vaudou. Il est doctorant chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Le visage de l'audace, je suis avec Marie-Dite Rouniovi. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Vous êtes jeune entrepreneur, promotrice d'un restaurant en ligne, La Grande Cuisine. Oui. Alors, elle est là avec nous, chers amis internautes, ce samedi matin pour partager avec nous son expérience entrepreneuriale. Alors, Marie-Dite, d'entrée de jeu, vous allez nous dire, vous êtes dans l'entrepreneuriat il y a combien d'années? Je pense que j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis 2016, donc là, ça va faire 9 ans. 9 ans. Ouais, ça va faire 9 ans, mais bon, je vais dire de manière concrète. Mais avant, bon, c'était de petits trucs. Voilà. Mais d'où est venue l'idée d'entreprendre? Est-ce qu'il y a eu un besoin ou un manque qui a suscité ce désir? Je pense que c'est plutôt une idée. Pas un manque ou un besoin, non. Je pense que c'est plutôt une idée qui a germé, qui s'est transformée. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un, est-ce que vous êtes identifié à travers quelqu'un pour pouvoir entreprendre? Non, je pense pas. Non. Parce que dans mon environnement immédiat, il n'y avait pas vraiment d'entrepreneurs, tout ça. Bon, je pense que c'est Google, ce que je voyais, qui m'a permis de penser, de mûrir une idée qui aujourd'hui est bon travail. Mais avant d'aller à la restauration, qu'est-ce que vous avez fait en autre comme activité commerciale? Non, aucune. Je suis allé au cours, j'ai eu mon diplôme, ma licence et tout. En quoi? Commerce international. En commerce international, voilà. Oui. À ISMA. Et puis après, bon, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais me lancer. Pourquoi vous n'avez pas voulu travailler pour quelqu'un? Bon, ça n'a jamais été une option. J'ai juste travaillé pour quelqu'un une fois. Après, bon, c'est pas que j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Je sais pas, ça fait tout simple. Ça n'a jamais été... Vous êtes rendu compte juste que, bon... Que j'allais vendre, c'est tout. Vous allez vendre, c'est tout. Et pourquoi vous avez choisi la gastronomie? Pourquoi pas choisir la vente des vêtements en ligne comme bien d'autres copines à vous, peut-être? Ou peut-être ouvrir un salon d'esthétique ou de cosmétique? Pourquoi les repas? C'est une très bonne question parce que je sais pas pourquoi. Je me suis jamais posé la question parce que c'est venu naturellement. J'ai jamais envisagé ouvrir un salon ou ouvrir tout ce que vous dites là, jamais. C'est venu naturellement. Et c'est bizarre que vous me posiez la question parce que je me suis jamais demandé pourquoi j'avais fait la restauration. C'est pas comme si j'avais une... C'est pas que tout petite, on a l'amour pour la cuisine? Non, pas du tout. Cuisine, non? Pas du tout. C'est vrai, c'est bizarre, je sais pas. Je me suis jamais posé la question, je sais pas. Donc, je sais pas en fait. Vous ne savez pas. C'est quand même étonnant. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que lorsque vous êtes engagé sur ce chemin-là, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Au début, oui, beaucoup de difficultés parce que j'avais l'idée, mais j'avais pas vraiment les moyens pour ça. Et puis bon, j'ai commencé tout doux quand j'étais au collège, à l'université, pardon. Et je vendais mes repas à mes camarades. Mais bon, pas mes camarades, puisque moi j'avais fini. Donc je vendais à ceux qui étaient dans les années, les nouvelles années là. Et puis bon, l'idée c'était que les emporter. Moi, j'ai jamais voulu faire un restaurant, ça m'a jamais intéressé. Je veux pas faire de restaurant, c'était que les emporter. On amenait les repas. En 30 minutes, on a fini de vendre, on rentre, on passe à autre chose.
Et puis bon, mes amis ils ont commencé à aimer parce que j'avais une spécialité que je faisais, et que je fais toujours d'ailleurs. C'est un peu mon identité. C'est quoi la spécialité que vous faites? C'est du riz? Oui, je faisais du riz curry. J'avais la recette chez une mémé qui est décédée, paix à son âme. Donc bon, j'ai tellement aimé, j'ai voulu partager ça avec mes amis, et puis vendre, c'est comme ça. Et donc, puis, c'est après l'essence que vous avez nourri le besoin de gagner de l'argent. Ouais, puisque j'ai vu que j'avais la possibilité de le faire. Puisque c'était apprécié. Est-ce que c'était parce qu'il y avait des difficultés? Est-ce qu'il y avait un manque d'argent qui vous a poussé à l'entrepreneuriat? Je vais dire, oui, sûrement. Un petit manque, mais pas un manque crucial, non. C'était juste un petit manque, peut-être le manque de... Il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose, voilà. C'était pas un manque vraiment crucial, non. Je pense quand même que mes parents, sans être très riches, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait... j'avais le minimum quand même, donc... c'était pas comme si je voulais beaucoup de choses, d'où je voulais forcément vendre, non. C'était juste, il fallait faire quelque chose, voilà. Mais en 2016, lorsque vous avez commencé, quelle était votre capacité de production de plats? En 2016, quand j'ai commencé, il faut dire que c'était pas très développé, donc tout de suite, il y a eu l'affluence. Dans le début, si on ne vendait pas, on faisait 130 plats par jour. Quand on ne vendait pas, on vendait vraiment. Et le prix était tellement accessible. C'était nouveau. Les gens n'avaient jamais connu ça, la livraison en ligne. Ils avaient le doute. Et nous, on est venus avec tout le package, tout ce qu'il fallait pour mettre en confiance. J'ai eu des clients qui étaient militaires, qui étaient tellement étonnés. Ils se sont dit, mais attends, il y avait beaucoup de sécurité. Ton plat était en sécurité, en fait. Parce que ce n'était pas évident dans notre climat socio-culturel, de faire comprendre aux gens qu'ils pouvaient se faire livrer leur repas, ce qui va rentrer dans le ventre. Exactement. Mais il y avait tellement de protection, j'avais un emballage scellable qui fait que on n'arrivait même pas à avoir accès au plat. Même quand tu envoies ton chauffeur prendre la nourriture, il n'a pas accès à ta nourriture. Après, on a encore un papier craft où on mettait le plat, on fermait, on agrafait. Donc vraiment, s'il y a vraiment... C'était sécurisé. Si vraiment il y a motif à s'inquiéter, c'est que la personne est motivée à vous faire du mal. Et ça va forcément passer par autre chose. Et dès que vous allez voir le plat, vous allez savoir, voilà, là ouvert derrière vous. Ouais, c'était ça. Ok. Mais en dehors de ça, en faisant ça, est-ce qu'il n'est pas arrivé des moments où peut-être des gens vont passer des commandes à crédit ou bien... Ah oui, ça vient toujours, ça continue de venir, mais bon, on essaie de faire avec. Moi, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas acheter à crédit chez moi. Je vais pas faire. Parce que c'est ça qui tue en fait le capital petit à petit, quand tu n'as pas vraiment beaucoup de moyens et tu commences à vendre ici. Parce que les gens ne comprennent pas qu'un plat vendu à crédit, c'est pas juste le plat, c'est le bénéfice de plusieurs plats, de plusieurs autres plats en fait que tu leur donnes. Si par exemple, je donne un exemple, je fais un plat à 100 francs et je gagne 10 francs, si toi tu prends un plat de 100 francs, tu as les 10 francs là, peut-être... ça fait plats. Exactement, donc c'est ça en fait que les gens ne comprennent pas. Donc, le crédit, c'est ce qui est le plus grave pour un client. Même pas crédit, on va même dire ne pas payer en même temps, payer dans 10 jours. C'est grave parce que cet argent dans ma poche, ça va me rapporter chaque jour peut-être 10 francs, 10 francs, 10 francs. Même quand tu finis par payer, ce n'est pas la même valeur parce que dans son chiffre d'affaires, il y a forcément un trou que les 100 francs devaient combler. Même quand tu viens payer après 10 jours, c'est pas la même chose. Donc, aujourd'hui, le crédit et moi, j'évite. Que tu sois mon ami ou pas, j'essaie quand même de te faire payer en même temps. Voilà. On essaie de faire payer en même temps. On a Kanté Amoussou qui vous a suivi toute une journée dans vos locaux. On va quand même suivre ensemble cette production qui est là réalisée. On va suivre ensemble et après on va revenir pour suivre les commentaires et conclure. D'accord. Un plateau pour combien de personnes? Maridit Houyovi est une jeune entrepreneure, mère célibataire d'un enfant. Elle est diplômée d'une licence en commerce international. Responsable d'un restaurant en ligne, La Grande Cuisine, un métier qu'elle a embrassé depuis environ 10 ans déjà. Mon entreprise de base s'appelait FTG. On était spécialisé uniquement dans la livraison. Nous étions le premier restaurant livreur de Cotonou. Aujourd'hui, on a évolué, l'entreprise a grandi. Nous sommes devenus La Grande Cuisine. La Grande Cuisine, c'est la cuisine de tout le monde. C'est cet endroit où tu peux venir commander ce que tu veux, nous donner tes spécificités et on essaie quand même de vous satisfaire. On livre jusqu'à 300, 500 personnes ici. Dans ce petit truc-là, on fait 200, 300 personnes. Même ce que quand vous voyez peut-être nos petites bosses là,
Aussi bizarre que ça puisse paraître, si par exemple j'ai chaque jour 30 commandes de boxe, j'ai déjà nourri 150 personnes. Avec 12 cuisiniers et 8 livreurs, tout fonctionne ici à l'allure d'un restaurant physique avec plusieurs commandes par jour. Il n'y a pas un chiffre standard. On livre selon la demande du client. On peut recevoir aujourd'hui 20 commandes, des fois moins, mais en fait, quand je dis moins de commandes, ça peut être plus en termes de nombre. Rigueur et sérieux. Maridit Huyovi exerce ce métier avec passion. Il y a 2 poulets complets qui doivent partir à midi. Braisage rouge. Oui. Maintenant, après ça, ça fait 3 poulets complets braisage rouge, 1 poulet complet braisage vert encore, et ça fait 4 poulets complets braisage rouge. Comme tout entrepreneur, elle a su surmonter les obstacles qui se sont dressés sur son chemin jusque-là. Je vais dire que j'ai une passion pour le bon goût des repas. Ce n'est pas la cuisine en elle-même, en fait. J'ai envie de partager une expérience, j'ai envie que les gens mangent bien. Je sais reconnaître un bon repas quand je le vois. Je sais quand même dire que ce repas est bon, il va faire l'unanimité. Donc ce n'est pas vraiment la passion pour la cuisine, c'est plutôt l'entrepreneuriat de la cuisine. J'essaie de partager mon expérience cuisine avec d'autres personnes. Je pense que LGC a fermé au moins 5 fois. On a fermé au moins 5 fois. À chaque fois, on commence, ça ne va pas, on ferme. Mais je remercie Dieu, j'ai une clientèle qui me suit dans toutes mes fermetures. À chaque fois que je ferme, mes clients sont là, ils attendent. Dès que je reprends, ils sont toujours là pour moi. Et pour jouir des fruits de cette entreprise, il faut également faire face à la concurrence de manière stratégique. On a des concurrents partout. Chaque rue a au moins un vendeur de nourriture, selon les standards de chaque client. On a des concurrents partout. Et pire, je pense que nos clients sont nos premiers concurrents parce que nos clients aussi savent faire à manger. Nous, on ne fait que les aider. Donc, on a des clients partout. C'est un secteur qui a beaucoup de concurrence, vraiment beaucoup. Bon, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va venir à LGC? Déjà, son bon vouloir. Ensuite, je pense qu'on est vraiment à l'écoute du client. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile, il y a peut-être des couacs, tout ça, mais il y a toujours cette envie de satisfaire nécessairement le client. Il y a toujours cette envie de se dire, de se mettre à la place du client, de se dire « Ah, si c'était moi, je n'aurais pas voulu qu'on me fasse un produit comme ça. » Maridit Huyovi livre des conseils à la jeune génération. L'entrepreneuriat, c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en son projet, y croire, tout sacrifier pour son projet. Parce que je pense que si moi, on m'avait dit qu'aujourd'hui, j'aurais une entreprise stable, du moins quasi stable, j'aurais dit non. Je me suis découragée un jour, j'ai voulu tout vendre, tout. Et puis après encore, je me suis dit non, je ne vais pas laisser tomber. En fait, entreprendre au Bénin pour une femme, il ne faut pas laisser tomber. Et surtout, il faut avoir des principes, être très carré, ça va être compliqué. Mais vous devez déjà savoir de base où vous voulez aller. Vous devez savoir de base ce que vous ne voulez pas faire. Et moi, je pense que c'est très clair dans ma tête. Je n'accepterai jamais certaines dérives juste pour des contrats ou des trucs comme ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes amis sur Facebook, virtuels, réels, parce qu'ils me recommandent. Ainsi se résume le chemin parcouru par Maridit Huyovi. Voilà, à l'instant, c'était vous, Maridit Huyovi, dans votre très quotidien. On va remercier quand même Kanté Amoussou pour ce beau reportage-là. Alors, comment vous vous sentez chaque jour que vous vous retrouvez parmi les vôtres chaque matin? Vous êtes riche, c'est ça? Non, pas du tout. Je sens que je vais aller affronter une journée. Je sens que ça ne va pas être facile parce que chaque jour, c'est compliqué. On commence le matin à 7 h, on est dedans jusqu'à 19 h. C'est beaucoup de pression. C'est tous les jours? Tous les jours, du lundi au samedi, parfois les dimanches. Donc, on commence vraiment, il faut tout être en train de crier. Est-ce que crier, c'est juste pour mettre la pression ou bien Marine, c'est quelqu'un aussi d'un peu nerveuse? Un peu nerveuse, mais je pense que c'est partout. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, j'étais tellement sous pression que j'ai quitté le boulot à midi. Et je voulais aller me faire un restaurant. Donc, je suis allé dans un restaurant de la place. Et j'ai vu une doyenne, elle était en train de crier comme moi. Et j'ai compris qu'en réalité, c'est le métier. Parce qu'en fait, tu es responsable du repas des gens. Les gens, ils attendent ton repas à midi parce qu'ils ont 1 heure de pause. Et pendant ce temps, quelqu'un est en train de traîner
tu peux avoir toute la patience du monde, à un moment, tu vas crier. Tu vas craquer. Pour leur dire de vite faire. Mettre Parce la que pression. ça chauffe en fait à midi, entre midi, 14h. Les gens, ils n'ont pas le temps. Donc, en fait, quand tu es Le retard responsable n'est pas tolérable. quand tu es responsable de la nourriture de quelqu'un, parce que même si le client se fâche, il ne veut plus prendre le plat, il va encore reprendre le train-train, rappeler quelqu'un d'autre qui va préparer sa nourriture. C'est qu'il va t'en vouloir à mort. Parce qu'à cause de toi, il n'a pas mangé. Je ne peux pas accepter ça, donc obligé, je vais crier. Des fois, je me dis, je viens au boulot, je ne crie pas. Je vais forcément crier, forcément. Et comment ils le prennent, vos collaborateurs, selon vous? Est-ce qu'ils prennent ça comme une Marie-Dite peut-être un peu toujours tendue ou bien... Non, je ne suis pas toujours tendue. On rigole beaucoup, Hmm. mais je crie aussi beaucoup. Hmm. Ceux qui peuvent supporter, supportent. Ceux qui savent pourquoi ils sont venus, ils comprennent. Ceux qui savent que tu ne peux pas voir ta chose se gâter et rigoler. Quelqu'un peut pas te gâter mon projet, ce qui me nourrit. Et je lui ai dit, ah non, doucement, hein, ne te fâche pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Dans ce possible. reportage également, Quentin Roussou vous a fait révéler que vous avez affirmé plusieurs fois. Oui. Pourquoi? Parce que ça marchait plus, l'argent, il y avait une mauvaise gestion, il y avait aussi des clients qui payaient Mauvaise pas. gestion, c'est quoi? Vous avez eu un petit ami qui bouffait l'argent avec vous? Non, pas du tout. J'ai plutôt eu des marchés qui n'ont pas vite payé. D'où, je recommande une petite entreprise ne prend pas des marchés qui ne payent pas en même temps. C'était quelque chose que je ne savais pas, mais une grande sœur me l'a dit. Elle m'a dit, quand tu n'as pas de capital, tu fais avec des sociétés qui payent cash ou qui payent maximum en 2-3 jours. Tu n'immobilises pas ton argent pendant 1 mois, 2 mois, quelque part. Ça peut porter Voilà, un coup fatal quand même à votre élan. Oui. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas eu un petit ami ou peut-être une bonne volonté, un client qui était admiratif de votre engagement pour vous soutenir? Oui, je pense que j'ai eu des gens qui m'ont un peu soutenu, mais bon, pas comme il fallait. Je vais résumer en disant, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir arriver à un certain... Il y a des erreurs qu'on ne fera plus. Et ça, c'est sur tous les plans, des erreurs de gestion, des erreurs qu'on ne fera plus. Mais zéro soutien, non. J'ai eu quelques petits soutiens, je vais pas le nier, mais c'était pas quelque chose d'extra. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas voulu aussi chercher le soutien? Est-ce que vous en avez cherché le soutien à un moment donné? Bon, Parce chercher que généralement, le soutien, on sait que les femmes, lorsqu'elles font un peu, elles ont quand même des atouts que les hommes n'ont pas, et tout de suite, ça accourt pour les soutenir et les booster, si on peut le dire ainsi. vous savez, même pour utiliser ces atouts, il faut avoir le temps, la patience, la gentillesse. Donc vous n'êtes pas patiente, vous n'êtes pas gentille. Je n'ai pas le temps d'être en train de bercer quelqu'un quand j'ai du boulot, en fait. Alors que quand tu veux demander à quelqu'un quelque chose, il faut beaucoup de patience. Chaque matin, tu seras en train de flatter la personne. Oui, vous cherchez quelque chose, Oui. toujours pour la bonne cause. Et dans le même temps, C'est comme si vous êtes derrière un client pour avoir une grosse commande. Mais mes clients, ils se décident plus vite. Vous voyez, mes clients, ils ont fait, ils se décident plus vite. Contrairement, ils ont un besoin. Donc, ils se décident L'autre plus aussi vite. peut-être peut avoir un besoin avec vous. On sait jamais. Mais il n'a pas manifesté son besoin. Je ne connais pas son besoin, donc je ne peux Peut-être qu'il y pas. en a qui vous suivent à l'instant qui ont aussi un besoin de vous. Pour travailler, oui. Vous comprenez très bien peut-être ce que je dis. Et vous Oui, esquivez je la comprends. question. Non, je n'esquive pas la question. Jusque, même quand bien même je trouverai ce genre d'opportunité, je suis sûre que je vais tout gâcher parce que c'est pas ma nature. C'est pas votre nature. Est-ce que c'est votre nature qui vous a conditionné aussi dans le célibat? Ça, c'est une question un peu osée. Et dans la vie privée? Bon, je suis pas totalement célibataire. Pas totalement, c'est déjà bon. Et également... Je suis pas mariée, mais je suis pas pas totalement célibataire. Alors, aujourd'hui, lorsque vous voyez vos jeunes sœurs en train d'entreprendre, qu'est-ce que vous avez envie à leur dire pour celles qui veulent entreprendre, qui veulent se battre et qui parfois rencontrent aussi ces tontons gentils, si on peut les appeler ainsi, que d'autres appellent aussi Sugar Daddy. Voilà. Vous en avez connu le Sugar Daddy? Non. Désolé. Vous n'avez pas jamais voulu faire l'expérience pour voir ce qui est dedans? Moi, j'ai connu des abedadiers. Ils n'étaient pas sucrés du tout, donc j'ai vite fui ce monde-là. Ah, donc il y a eu des daddies, mais ils n'étaient pas Ils sugar. n'étaient pas sucrés, donc moi, j'ai vite fui ce monde-là. Okay. Ce n'est pas un monde que je recommanderais. Oui. Parce qu'après, en fait, je pense qu'il y a toujours quelque chose de négatif dedans. Ça ne te permet pas d'évoluer vraiment, d'aller vraiment où tu veux aller. Parce que le sugar daddy en question, il a sa vie de famille, hein, après tout. Donc, il ne va jamais faire... En tout cas, ça, c'est moi, mon expérience. Peut-être que d'autres ont d'autres expériences. Il ne va jamais faire le maximum pour toi. La grande majorité
pour moi, il ne faut pas aller sur ce chemin de sugar daddy ou quoi. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Si je devais reprendre quelque chose dans ma vie, moi, je ne vais pas fréquenter certaines personnes. Je ne vais même pas avoir accès à eux parce que, en réalité, je ne trouve rien de positif. De positif. Mais à vos jeunes soeurs qui entreprennent, qui parfois commencent, peut-être c'est les mèches, peut-être c'est les habits, et qui quelques mois après trouvent que c'est harassant. On voit même d'autres sur les réseaux sociaux, peut-être vous en voyez, qui se font dans l'âme parce qu'elles lancent des lives, elles ne vendent rien, elles font des affiches, personne n'achète. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? De fermer. Tout simplement, oui. Parce que quand le truc ne marche pas, tu ne peux pas continuer. Ou bien, parce que tu ne peux pas... moi, ce qui, moi, m'a fait toujours revenir à chaque fois que je fermais, c'est parce que mes clients, ils sont prêts pour moi. J'ai beau fermer 100 fois, quand j'ouvre, mes clients, ils sont toujours là. Toujours là. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à trouver les clients, peut-être que ce qu'elle vend ne répond pas à un besoin. Peut-être que dans son sillage, la personne à qui voilà l'offre, son public n'a pas le besoin de ce qu'elle vend. Donc, elle devrait pouvoir voir le besoin et voir quelle offre elle peut faire. Et c'est ce que moi, je pense que je fais. Parce que pour tout ce que je propose, vous allez voir sur mes réseaux, je me mets toujours à la place du client. Je me dis, mais de quoi mes clients ont besoin? Ils n'ont pas juste besoin de manger. Ils ont besoin de se sentir en sécurité avec ce qu'ils mangent. Ils ont besoin de manger des choses qui ne vont pas les rendre malades. Ils ont besoin de solutions. Et c'est ce que j'essaie de leur apporter. C'est toute la différence, ça. À quand le restaurant physique? Jamais. Jamais. Pourquoi jamais? Non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'un restaurant physique, je ne sais pas pourquoi je vais ouvrir un restaurant physique. Selon vous, pourquoi on ouvre un restaurant physique? Vous n'avez pas les défis actuellement à relever, là? Oui, je vais agrandir ma cuisine, c'est tout. C'est tout. Ouais. Merci à vous, Marie-Lydie Rouillonville, pour ce moment d'échange. On va vous revoir incessamment, peut-être un autre samedi, peut-être sur notre thématique. Merci à vous. Il n'y a pas de problème. On va se retrouver tout à l'heure pour la tribune virale. La tribune virale, réseaux sociaux ou arène de combat, c'est la thématique en débat ce jour. Chers amis internautes, je suis avec mes deux invités, celui de la rubrique Foyer Astuces Spirituelles. Je suis avec Richard Gbagidi. Bonjour à nous. Bokono Adjayon. Merci pour la précision toujours. Merci Bokono Adjayon. Merci d'être resté. Merci également à Marie Rouillonville. Bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, dites-nous, Bokono Adjayon, quelle est votre appréciation de l'animation des réseaux sociaux par notre jeunesse? D'abord, je te remercie pour... et puis tu me remercies aussi parce que j'ai pris du temps, j'ai pris de la patience. Exactement, pour attendre. Pour là, on se remercie mutuellement. C'est un remerciement mutuel. Oui. Avant, je te dis, lorsque je me retrouve sur des plateaux, je vois des Bokono qui sont des activistes des réseaux sociaux, je déclare systématiquement que je ne peux pas, je ne suis pas de niveau de ceux-là, donc je ne discute pas avec eux. Mais il est arrivé un moment où j'ai eu beaucoup plus de sollicitations, je n'ai pas pu résister et j'ai commencé à aller par moments sur les réseaux sociaux pour aller donner quelques enseignements. Mais j'ai constaté lorsque j'ai commencé à explorer ce monde où tout était presque permis, malheureusement. Tout était presque permis et c'est maintenant qu'il y a quelques encadrements d'ordre juridique parce que les autorités compétentes ont commencé à comprendre qu'il faut qu'on saisisse l'opportunité d'orienter la jeunesse à travers ces réseaux sociaux parce qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux c'est tout d'abord un espace d'expression. Mais un espace d'expression ne doit pas être un espace de destruction, d'autodestruction. Parce que l'usage qu'on en fait, c'est une arme, les réseaux sociaux constituent une arme à double tranchant. Lorsque vous en faites usage abusif, vous êtes foudroyé, vous êtes détruit parce que vous-même, vous allez vous autodétruire. Mais lorsque vous en faites bon usage, vous impactez un très grand monde très facilement. Et aujourd'hui, même ceux-là qui n'ont pas été à l'école du blanc sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, aujourd'hui, tels que c'est utilisé dans la plupart des pays, de nos pays africains, ce n'est pas du tout encadré. Ce qui fait que je vois même des gens, moi je prends mon cas particulier, je vois des gens qui
ont pris le domaine du vaudou, de la spiritualité, du beau, comme un domaine à prendre à la légère. Et on donne les astuces. Tout le monde donne d'astuces, alors que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il y a qui peut le faire, qui peut réaliser. Il y a ce qu'on utilise pour le faire. Si vous utilisez une feuille à la place de l'autre, vous pouvez vous détruire. Mais on met tout ça sans encadrement sur le plateau. Il s'en va de même qu'on donne accès à tout le monde d'intervenir sur des sujets aussi sensibles tels que, par exemple, tu m'as posé la question dans l'autre émission sur si le vaudou parle ou pas. Si tout le monde ne peut pas intervenir. J'ai vu des profanes de haut niveau s'exprimer sur ces genres de thématiques. Et malheureusement, ils sont relayés par tout le monde systématiquement. On constate qu'il y a, je reviens tout à l'heure, qu'il y a un combat sur les réseaux sociaux. On a comme l'impression que on veut tout régler sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a un problème peut-être avec quelqu'un, tout de suite, il vient publier sur les réseaux sociaux. On a l'impression que les réseaux sociaux sont devenus comme un tribunal. Marie-Dite. Je ne vais pas dire un tribunal, moi je vais dire un lieu d'expression, mais il faut pouvoir rester dans le juste milieu. Il faut pouvoir jouer sur les deux plans. De la même façon, les réseaux sociaux ont leur côté positif, ils ont leur côté négatif. Et chaque personne doit pouvoir en tirer le meilleur, comme le monsieur l'a dit. Donc, moi, je pense quand même que je suis très bien placée pour en parler, parce que je pense que j'ai les deux côtés avec moi. J'ai le négatif des réseaux sociaux, j'ai aussi le positif. Pourquoi vous clashez les gens? Pourquoi? Non, Marie-Dite ne clash personne. Vous n'allez jamais voir Marie-Dite intervenir dans l'histoire de quelqu'un. Mais je parle souvent pour je ne vais pas dire me justifier, mais pour... vider? Non, pas pour me vider, pour... comment dire? J'ai souvent des droits de réponse, c'est-à-dire laver mon image. Parce que, vous savez, c'est compliqué pour quelqu'un comme moi, qui travaille beaucoup, qui est toujours focus sur son boulot, d'accepter que des personnes qui ne veulent rien faire l'insultent. Moi, je ne supporte pas. Peut-être que c'est un défaut, mais je ne supporte pas. Mais puisqu'on a amené notre vie privée sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas me dire de répondre dans ma chambre. Parce que quand je dis les réseaux sociaux, il y a 10 000 personnes qui ont vu ton insulte, qui ont vu l'opprobre jeté sur toi. Est-ce que ces 10 000 personnes-là, tu dois quand même t'exprimer? Parce que quand tu ne t'exprimes pas, il y a forcément certains qui vont faire la part des choses. Ils vont se dire non, c'est des histoires. Donc pour vous, il faut que vous apportez forcément votre version. Oui, c'est comme ça. Moi, je dois me défendre. C'est ma nature, je dois me défendre. Je dois pouvoir m'exprimer, pouvoir dire « Ah, c'est faux. Ah, c'est vrai, je vais dire. » Parce que je ne suis pas quelqu'un qui ment. Mais est-ce qu'il faut répondre à tout, selon vous? Non, on ne répond pas à tout, ça c'est sûr. On ne répond pas à tout, mais on répond à ce qui peut salir, chaque personne a ce qui le touche. Moi, par exemple, tu me dirais « idiote, imbécile », ça ne va rien me dire. Mais il y a des insultes qui vont me toucher, qui peuvent me mettre en dépression. Donc, qui peuvent être comme des inventions sur votre personne. Oui, des inventions, ça peut me mettre en dépression. Mais Bokona Adjayon, est-ce que pour vous, lorsque vous lisez, par exemple, parce que vous êtes dans un domaine assez sensible, où on a comme l'impression aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, il y a un combat entre les spiritualistes et les spirituels, si on peut le dire ainsi. Certains estiment qu'ils sont les plus professionnels que d'autres, certains estiment qu'ils sont les plus connaisseurs que d'autres, et ça s'affronte là. Est-ce que dans votre domaine-là, vous devez répondre à tout? Est-ce que tout ce qui est dit, on doit répondre à tout? Est-ce que sur une vidéo que vous avez émise sur la toile, est-ce que vous devez répondre à tous les commentaires? Il ne faut pas répondre à tout, et ça, c'est une règle d'or de la communication. Parfois, l'ennemi t'attire sur un terrain et il faut être suffisamment sage pour comprendre que répondre à cette question t'exposerait peut-être beaucoup plus que de te taire. Donc, c'est l'opportunité pour pouvoir sensibiliser. Avant, je disais qu'ils ne sont pas mes collègues, parce que nous sommes tous dans le même domaine, oui, mais chacun est là pour un objectif. Et ça se traduit par ces contenus qu'il réalise. Mais je suppose que d'une façon ou d'une autre, on est dans le même marigot, donc on se partage la même eau. Et toute puanteur de cette eau laisse d'une façon ou d'une autre des incidences négatives sur nous. Oui. Donc,
c'est le moment de sensibiliser. Ceux qui désirent faire carrière dans le monde de la spiritualité, de comprendre que il faut un certain niveau de conscience de soi. Même si ce n'est pas la sagesse dans son entièreté, il faut des bribes de sagesse qui conduisent la vie de quelqu'un qui est dans le domaine spirituel. Parce que c'est un domaine hautement sensible où tout mauvais comportement agit sur, et à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, sur des millions de personnes. Donc, je vois des gens qui se disent initiés, qui n'ont pas appris les règles de la déontologie du domaine spirituel et qui se clashent pour chercher de la visibilité. Oui, allez-y. Malheureusement, Oui. parce que, je dis malheureusement, l'on n'a pas besoin de se clasher pour chercher de la visibilité. La visibilité, l'on peut l'obtenir à travers l'enseignement, à travers la présentation de quelque chose de fiable. Et c'est ce qu'on doit privilégier. Ce qu'on doit privilégier, mais moi j'ai une question. Lorsqu'il y a une invention sur votre personne, Oui. donc on dit par exemple Bokona Adjayon, Il a volé de l'argent. je dis une bêtise, hein, peut-être. Oui, oui. Il a volé des milliards quelque part. Par Oui. exemple, C'est tellement sale, tellement grand. Vous allez répondre. Non, je donne- c'est ça la différence. Je vais vous donner l'exemple par exemple. Je dis une bêtise. Oui, Hein. oui. Marie-Dite écrit sur sa page peut-être Oui. que Bokona Adjayon, qu'elle a rencontré après une émission Oui. à Zaïre TV, lui a Oui. pris peut-être beaucoup d'argent Oui. pour des rituels. Et après, peut-être, a tenté de la violer Oui. et elle n'a pas eu gain de cause. Voilà. Quel est le comportement de Bokona Adjayon face à une telle publication sur sa Je ne personne? viendrai pas démentir sur les réseaux sociaux. Vous Parce avez- que vous avez basé. les fous aussi sont les enfants du roi. Il y a lorsqu'on dit chez nous que le runcho se traite dans le runchomé. Si un initié va poser, bien que le sujet soit vrai, même si c'était vrai, et qu'un initié vient le poser. Et ça, j'ai vu des hauts dignitaires faire cette erreur-là. Je dis, mais c'est qu'ils méritent un châtiment de leur corporation. Ils méritent qu'on leur inflige vraiment une sanction parce que le runcho se traite au runchomé. J'ai vu des hauts initiés venir étaler des sanctions qui leur ont été infligées dans le couvent sur les réseaux sociaux. Si vous venez, si vous me jetez de l'opprobre sur les réseaux sociaux, je ne vais pas répondre. Je préférerais répondre par voie de justice parce que je suis un intellectuel. Je préférerais que tu apportes les preuves. Mais même s'il arrivait que j'ai raison de toi devant la juridiction, je ne viendrai pas crier victoire sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça que moi je vois. Imaginez que tout ce qu'on dit, par exemple sur le président Talon, tout ce qu'on dit sur sa femme, mais vous ne l'avez jamais vu assigner qui sur les réseaux sociaux? Non. Il y a la voie légale par laquelle on peut prendre. Et là, la justice, c'est pour tout le monde. On n'a même pas besoin de la justice divine. Bien que la justice divine est aussi une option. Parce que nous, dans notre tradition, la justice divine existe et peut être activée. Activé par rapport à tout. Oui, lorsque vous jetez de l'opprobre sur moi, je sais qu'il y a des entités qui protègent mon image et qui peuvent réagir pour pouvoir rétablir cette image-là. Si par exemple vous n'avez pas le nom de la personne. C'est moi qui Je pose n'ai la pas question. besoin du nom, je n'ai pas besoin du nom de la personne. C'est Non, ça. je ne porte plainte contre personne. Je dis qu'il y a la justice divine Non, je parle de la justice. qui légale. peut être enclenchée. Parce que c'est ça la force même de quelqu'un qui est dans le domaine spirituel. Si je le dis, à l'instant même où je suis, avec cette baguette, si je déclare que celui qui a fait ci, qu'il est ci, positivement, il l'aura. Négativement, il l'aura. Quelle que soit sa protection, si je suis sur le droit chemin de la nature. Si vous êtes Donc, sur le droit chemin de la nature. donc, je n'ai pas besoin
forcément même de connaître son nom. De connaître son nom. Oui. Marie-Edith, pour vous qui estimez qu'il faut parfois laver son honneur, tout à l'heure, Bokono Adjamé a dit quelque chose quand même d'assez pertinent, que en matière de communication, parfois, il faut éviter d'aller sur le terrain que l'adversaire vous amener. Et si la personne avait pour but de vous faire déprimer, et que à chaque invention, vous réagissez, est-ce que vous ne voyez pas que vous tombez dans son jeu? Non, je ne vois pas que je tombe dans son jeu parce que moi, je ne réagis pas en excès. Quand je parle, c'est fini. Quand je parle, je dis ce que j'ai à dire, je n'invente pas. Donc, on ne va pas commencer un combat de fou. Je n'invente pas. Quand tu vas dire un truc, je vais te recadrer. Si tu persistes à mentir, je vais te laisser dans ta vie. Parce que je ne vais pas inventer des trucs sur toi. Mais quand même, moi, je pense que les réseaux sociaux m'ont tout donné. Malgré mon image de pseudo-bagarreuse, les réseaux sociaux m'ont tout donné. Ah, vous en donnez une image de bagarreuse? Oui, quelqu'un qui lâche pas. Moi, je lâche pas. Tu vas pas m'insulter, je vais te laisser. Pourquoi ne pas laisser? Ah, c'est trop facile. En fait, cette facilité, moi, je ne l'ai pas eue parce que je ne fais pas ça à quelqu'un d'autre. Je ne vois pas pourquoi je serais celle-là qui va accepter qu'on lui fasse le même coup. Et moi, je pense que quand même, tous ceux qui me suivent savent aujourd'hui, et c'est ce qui me sauve même dans mon travail, parce que mes clients savent que cette fille-là, elle ne ment pas. Elle est carrée. Mes clients savent que cette fille-là, elle défend son honneur, et puis ça s'arrête là. Mes clients savent que je suis quelqu'un digne de confiance. Et ça, c'est les réseaux sociaux qui me l'ont donné. Oui, justement, mais on constate que dans ces règlements de compte, si on peut le dire ainsi, dans cette volonté de vouloir rétablir la vérité, qu'il y a parfois d'innocentes personnes qui reçoivent, comme on peut le dire dans un jargon vulgaire, des balles perdues. Oui, ça c'est sûr, mais ça c'est pas chez moi. Vous voyez par exemple, on touche le mari, l'ex-mari, les enfants. Exactement, c'est ça. Ça, c'est ceux qui n'ont pas reçu d'éducation. Moi, je ne vais jamais faire ça. Mais ceux qui n'ont pas reçu d'éducation, ils vont forcément aller faire des coups bas. On peut faire un débat d'idées, dire des choses concrètes, sans verser dans les insultes, dans les trucs, voilà, le dilatoire, dans le bas de gamme. C'est une affaire d'éducation. Moi, je ne vais pas insulter l'enfant de quelqu'un. Quand bien même on insulterait mon enfant, je ne vais pas insulter la maman de quelqu'un. Qu'est-ce que maman a à voir avec notre débat? Oui, justement, est-ce que vous, par respect à votre enfant, vous ne pouvez pas dire je ne vais pas me mettre dans ce jeu-là pour ne pas qu'on commence par exposer ma vie privée? Parce qu'on constate que parfois, dans cette volonté de pouvoir rétorquer à l'autre, on va fouiner dans sa vie privée. On a comme l'impression qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des détectives privés qui fouinent dans la vie des autres et viennent en parler. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ça aura des répercussions sur les enfants toujours. Mais je pense aussi que se taire aussi a des répercussions sur l'enfant parce que demain, quand l'opprobre a été lancé sur ta mère, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, demain, tu seras toujours l'enfant de cette sale dame-là. Tu ne seras jamais l'enfant de quelqu'un... Parce que c'est vrai, ceux qui sont intelligents, qui ont l'esprit de discernement, ils vont faire la part des choses. Mais il y a des moutons qui vont forcément te voir demain et peut-être ces moutons-là seront quelque part demain. Nul n'est prophète. Voilà. Non, c'est jamais. Voilà. Et puis après, toi, tu vas venir l'enfant de tel. Quand on lui avait dit il y a des années, c'est resté dans sa tête. Tu seras toujours l'enfant de tel. Même s'il te donne la valeur, il y aura certains actes qu'il va poser vis-à-vis de toi parce qu'il se rappelle toujours de toi comme étant l'enfant de la sale personne. Avant de passer à Bokono Adjamé qui vous regarde, là, je lis dans son regard qu'il a forcément une réponse à vous donner. Je donne un exemple précis, Marie-Edith. Pour quelqu'un qui peut-être a écrit sur les réseaux sociaux, on voit assise comme ça que Marie-Edith, elle marche avec une canne. Est-ce que vous êtes forcément dans le besoin de marcher pour montrer aux autres que vous marchez avec une canne? Pourquoi ne pas attendre le jour où les gens vont vous voir marcher pour voir qu'en fait, on avait menti à cette époque-là? Moi, quand c'est la vérité, je ne réponds pas. Parce que c'est la vérité. Si, par exemple, je marche avec une canne vraiment et quelqu'un en fait une insulte, c'est ma vérité. Ne marchez pas. Non, je marche avec une canne, j'accepte. Mais si c'était faux, si marcher avec une canne est salissant, parce que ce que je ne pense pas, marcher avec une canne n'est pas salissant, c'est juste un exemple vous donner. Si ce qu'on a dit est salissant, je vais répondre. Parce que quand vous dites que les gens vont voir, vont constater que ce n'est pas le cas, ce n'est pas tous ceux qui ont eu l'information qui vont constater que ce n'est pas le cas. Mais sur mes réseaux, c'est un lieu d'expression. Même quand le monsieur a dit que certaines personnalités ont les index chaque jour, mais moi j'ai eu des réponses des personnalités, par exemple. J'ai eu des fois où j'ai vu des personnalités de haut niveau
parler de ce qui se dit sur eux et démentir. J'ai entendu déjà des gens de très haut niveau dans ce pays dire on a dit que qu'on fait ceci, on fait cela. Mais c'est faux. C'est normal que tu cherches un jour à te défendre de ce qui est faux et qui est dit sur toi. Sur toi. C'est normal. Ce n'est pas un crime. Normalement, on ne doit pas changer la donne en faisant passer celui qui se défend comme quelqu'un qui fait mal. Parce que l'image reste. Est-ce que vous ne pensez pas, et là je vais avec Bokona Diaron, que lorsque l'on cherche à se défendre, qu'on relance à chaque fois la polémique, et que lorsque l'on se tait, on laisse couler et ça se noie, quitte à ce qu'au grand jour où la vérité surgit, on puisse savoir clair et savoir qui a été menteur? Sur les réseaux sociaux, c'est en réalité ça. Beaucoup ne comprennent pas. Lorsque le silence a un mystère et un pouvoir. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, le silence peut être par moments fatal. Si vous vivez des réseaux sociaux. Mais si vous avez une vie pleine, indépendamment des réseaux sociaux. C'est pertinent, oui. Si vous vivez des réseaux sociaux, ça peut être fatal. Oui. Mais si vous avez une pleine vie, indépendamment des réseaux sociaux. Moi, par exemple, je n'ai presque jamais publié une vidéo sur les réseaux sociaux. S'il s'agit de TikTok, je ne publie pas. C'est d'autres qui le font. Des collaborateurs. Des collaborateurs. Parce que je ne sais pas vraiment manipuler les réseaux sociaux. À part WhatsApp. C'est le phare que vous savez manipuler. C'est le phare que je maîtrise. Les noix sacrées. Donc, mon domaine, c'est beaucoup plus dans la technique, la pratique du phare et de vos dons. Si les réseaux sociaux, aujourd'hui, font que j'ai d'autres que je n'appelle pas clients, mais j'ai d'autres qui me sollicitent et je les appelle plutôt des amis, des partenaires, mais je n'ai pas de clients. Si ceux-là... Pas des patients? Non, ils ne sont pas aussi des patients. Okay. Donc, lorsque ceux-là auront des informations sur moi sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à me contacter directement. Il y a le silence qui a une force. Surtout lorsqu'il s'agit du domaine de la spiritualité. L'initié, c'est celui qui connaît et qui sait où le dire. Et tant que vous n'êtes pas là où il doit parler, il ne parle pas. Par conséquent, moi, j'applique cette règle de mon initiation, qui est un socle initiatique, partout dans ma vie. Mais ce que vous dites là, Bokona Diaron, c'est très beau, très éducateur, mais il y a une réalité. Je ne sais pas si vous scrollez un peu, par exemple, TikTok. Par moment, si j'ai le temps. Et vous allez voir que parfois, il y a des gens qui restent scotchés, des milliers, par exemple, à un live TikTok, peut-être de 22h, peut-être à 4h du matin ou à 5h du matin, Oui. pour des histoires en lien avec la vie d'autrui. Comment expliquez-vous ce phénomène-là? En réalité, il faut comprendre en tant que scientifique. C'est-à-dire, les réseaux sociaux... Marie dit d'ici contre Bokona Diaron. Oui, je sais. Bokona Diaron dit demain, bon, je laisse... On veut savoir ce qu'il va dire. Oh oui, en réalité, c'est des espaces d'expression et le cerveau a besoin d'une nouvelle information. Et le visuel, surtout l'audiovisuel, attire beaucoup plus. Donc, d'autres sont accros déjà, comme on est accro à l'alcool, accro au tabagisme. D'autres sont déjà accros à l'audiovisuel. Et ils veulent toujours avoir de nouveau. Et les choses sérieuses ne prennent pas beaucoup de temps. Mais les futilités prennent beaucoup de temps. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir réellement à ça. Beaucoup n'acceptent pas la réflexion. Ce qui fait qu'ils perdent suffisamment de temps sur les lives pour discuter, et ça constitue un espace où d'autres sont en mesure de faire leur publicité. C'est-à-dire, quand tu as beaucoup, quel que soit ce que tu lances, et tu as beaucoup d'abonnés, tu peux profiter de ton espace pour faire passer un message. Ce qui fait que, mais vous allez constater, l'homme est naturellement dans la recherche d'une information qui n'est pas forcément une information positive. Tu vas voir, lorsqu'il y a accident quelque part, très rapidement, ça regroupe des gens. Lorsqu'il y a décès, et les journaux ont compris, vous allez voir que c'est surtout ces informations, les informations de sinistres, de dégâts, de désastres, qui sont beaucoup plus mises en exergue dans tous les journaux du monde.
Or, Là, vous faites un petit coup de pied aux journalistes, là. non, c'est pour dire que ceux qui ont compris ça utilisent les bérets, comme on le dit, pour attirer beaucoup plus de popularité. Et ils passent maintenant le message qu'ils veulent passer après. Justement, Marie, une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté que lorsqu'on voit une personne qui a eu un accident avec peut-être la moto sur son pied aujourd'hui, la première des choses que les gens font, c'est de prendre le téléphone, faire des photos au lieu d'aider. Pourquoi? Est-ce que quelque part, ça ne nous déshumanise pas? Exactement. Ça. Et moi, je pense que, moi, par exemple, je ne vais jamais le faire. Moi, je peux parler sur Internet pour défendre mon image. Mais je ne vais jamais venir dans le béret en griffe de quelqu'un dit « nouveauté ». Nouveauté, nanani, nanana, c'est pas possible parce que c'est pas mon problème en fait. Tant que tu n'arrives pas sur moi, tant que tu ne dis pas quelque chose pour me rendre petite, me salir, vas-y, c'est pas mon problème en fait. Donc ça veut dire, à vous entendre là, votre logique, ça veut dire quelqu'un qui fait un live sur vous pour vous détruire. Je pourrais même pas suivre un live. On va venir me raconter parce que je peux pas. Et lorsqu'on vous rapporte ça, ça veut dire que vous aussi, vous faites un live aussi en réponse? Non, moi j'écris, je peux pas faire live. J'écris, c'est toc-toc et j'ai fini avec ça. C'est toc-toc. Et j'ai fini avec ça. Mais ceux qui font des lives, qu'est-ce que vous pensez d'eux? C'est des oisifs ou... Si je dis ça, ils vont me insulter. Donc vous le pensez? Bon, je pense que quand même, bon, ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes. Et vous si c'est des lives pour apporter quelque chose à quelqu'un, c'est bien. Mais des lives sur des discussions qui ne produisent rien, qui n'apportent rien à quelqu'un. Certains parlent de la gestion du pays aussi. D'autres font des consultations en live aussi. Mais là, ça apporte quelque chose, c'est un commerce. Consultation en live? Je fais beaucoup attention sur ce que je dois dire parce que l'on peut dire quelques mots sur sur le fait de la personne. Et ça, il y a aussi les conséquences de ça. Si une femme, je ne dis pas forcément celle qui est devant moi, si elle a un signe qu'elle expose à travers un live et que moi, je m'exprime sur ça, alors que ceci a des aspects qui détruisent peut-être le business de son mari. Et le mari peut-être est en train de vivre déjà ça. Et dès qu'elle dit son signe, parce que j'ai un devoir de vérité, si je me prononçais et son mari suivait le live, ça va détruire le foyer. Mais vous l'avez sauvé. Alors qu'il y a des solutions. Ça aurait été entre elle et moi. Et j'allais lui dire, il n'y a pas de fatalité dans le phare. J'allais lui dire, attention, si il y a tel dans ta vie ou dans la vie de ton partenaire, c'est parce qu'il y a tel. Voilà la solution. Et ça n'aurait rien détruit. C'est ce pourquoi consulter dans le live, c'est très bien, mais ça a beaucoup de conséquences aussi. Parce que vous n'avez jamais vu un docteur, un médecin venir avec le résultat d'analyse d'un patient et l'exposer en public? Connaître ton signe de phare, c'est le résultat d'analyse de toute ta vie. Maintenant, tu demandes au médecin de le dire en public. Moi, j'ai fait un master professionnel en néphrologie, gestion des risques et catastrophes. Je ne peux jamais prendre le phare de quelqu'un et dire plus qu'une seule phrase sur ça, c'est-à-dire c'est un très bon phare. Le reste, c'est avec lui et c'est entre lui et moi. Lorsque moi je vais faire mes consultations, j'évite même parfois que ma secrétaire ne suive la consultation à voir le signe qui est arrivé parce que le signe peut révéler quelque chose de fondamental sur la vie de la personne que seul lui-même peut écouter entre le patient et le médecin. Entre le patient Nous devons intégrer ces aspects, mais cela ne doit pas nous empêcher de faire les lives pour apporter un plus des éclaircissements et pour vendre. Parce que c'est un espace... Il faut arrêter les combats. Oui, les combats, tant qu'il y aura guerre, il y aura combat. Hein. Ça, c'est donc on a des victimes. Vous n'en demandez pas. Ah non. En fait, c'est dans l'ADN. Tant qu'il y aura... Moi, je suis une Amazon. Tant qu'il y aura combat, il y aura guerre, sans problème. Hein. Donc, celui qui veut la guerre, il faut qu'il me provoque seulement. Tant qu'il ne me provoque pas, moi, c'est d'abord quoi. Mais tant qu'il provoque, et ce qu'il dit est faux, et là, mon réponse, mais par rapport aux commentaires d'autres histoires. Non, ça, jamais, tu ne vas pas me voir dedans.
Je ne suis pas dans ça. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes aussi qui aiment toujours se partager, envoyer à gauche, à droite. D'autres personnes. On a vu beaucoup qui a fait un commentaire sur peut-être tel signe de foi ou a présenté ce fa-là. On voit d'autres Bokono qui reprennent encore par exemple ce commentaire-là pour dire non, ce que ce Bokono a dit, c'est un peu insuffisant. Oui, en réalité, ceux qui arrivent sur les réseaux sociaux, tout le monde vient pour un but. Mais il y a d'autres qui ne savent même pas pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont appris que tout le monde est là-bas, ils vont là-bas. Donc, ils vont là-bas. Et ceux-là, ils sont les plus dangereux. C'est-à-dire, ils commandent tout ce qui passe et ils ont leur mot à dire sur tout. Et même parfois, c'est ce que je dis toujours, lorsque tu évoques le domaine du Bokono, lorsque nous sommes en réunion, normalement les grandes consultations se font en collège, lorsque le Bokono, parce que nous utilisons la mémoire humaine, lorsque parfois la personne place des mots qu'il ne doit pas placer, c'est-à-dire il va utiliser par exemple les informations d'un signe pour un autre. Il faut le corriger, mais pas en public. C'est-à-dire on met un pied sur son pied et puis il y a l'expression pour le dire. Et lui-même comprend très rapidement. Maintenant, après, on lui dit, oui, ce que tu avais dit, ce n'était pas ça, voilà. Et ou bien lui-même se rappelle. Et s'il ne connaît pas, on lui donne le pourquoi et le comment. Maintenant, sur les réseaux sociaux, si tu vas faire, si tu présentes quelque chose, il y a d'autres qui cherchent la clientèle. Ils veulent interagir avec toi et aussi montrer. Et souvent, c'est les pires, ce sont les cancres qui font ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune base du domaine réel parce que ceux qui ont l'information, la vraie, savent aussi qu'on ne vient pas exposer un autre. Mais ceux qui n'en ont pas, mais qui cherchent à ce que les gens viennent vers eux parce qu'ils cherchent des gens à escroquer, ce sont eux qui interviennent souvent en premier et qui disent non, 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 ce qu'il a dit c'est faux, c'est pas ça. Et il y a aussi des gens qui n'utilisent que ce qu'on leur a appris dans leur école comme référence et tout ce qui sort de ce canevas n'est plus valable. Ça, c'est encore l'un des fléaux qui ravagent les réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens nous font confiance, ils viennent. Peut-être que l'autre est allé faire son fa à Ketou. L'autre est allé faire son fa à Ile-Ife, l'autre est allé faire son fa à Kobe, l'autre est allé faire son fa à Savalou. Et toi, tu es Bokono d'Abomey, par exemple. Tu es Bokono de Ouida. Tu es Bokono de Savalou. Mais tu ne peux pas dire que le processus rituel que les autres ont suivi là-bas doit être conforme à ton processus. Malheureusement, beaucoup n'ont pas l'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre que l'on peut faire le prélèvement autrement et obtenir le même résultat. Alors, Mariette Rouyovi, un commentaire pour conclure, pour sensibiliser. Sensibiliser qui? Vos collègues. Elle-même d'abord. Voilà, exactement. Pour se sensibiliser d'abord. Bon, déjà, merci pour l'invitation. J'ai bien aimé le débat qu'on a fait parce que ça me touche et ça me ressemble en même temps. Et donc, vous allez vous corriger un peu avec ce que... Je me corrige déjà beaucoup. Je me corrige déjà beaucoup de manière générale. Bon, peut-être un peu plus, mais il faudra toujours garder à l'esprit que le lion reste lion, quoi. Quand il y aura débordement, le lion peut réagir, mais pas tout le temps. Le lion n'a pas tout le temps à montrer sa force. Mais bon, l'un dans l'autre, les réseaux sociaux doivent garder leur essence, c'est-à-dire un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu de convivialité. Voilà, un lieu de, je ne sais pas, où on apprend à connaître l'autre et surtout, on suit quelqu'un pour ce que cette personne véhicule, pour son image, pour ce que cette personne a comme éthique de vie, a comme personnalité. On ne suit pas quelqu'un parce que la personne aime les bérets, ou non, on suit quelqu'un parce qu'on se voit à travers la personne, on a envie de connaître cette personne et d'être proche de cette personne. Les bérets sont devenus une autre forme de télévision aussi aujourd'hui. Bon, je pense qu'il y a déjà assez de télé. Si vraiment les gens s'ennuient, qu'ils regardent Esaïe TV, n'est-ce pas? Il y a déjà assez de télé. On a pas aussi Gberet TV aussi. Il y en a? Il y a Gberet TV? Ils savent que c'est sur TikTok. Je ne suis pas bien placé pour le dire parce que je scrolle très peu TikTok. Parce que tout ce qui ne m'apporte pas quelque chose, je ne fais pas mon temps pour ça. Moi, je fonctionne comme ça.
C'est-à-dire, je ne vais pas sur les réseaux sociaux si je ne vais pas voir quelque chose spécialement. Et quand je finis, je reviens. Automatiquement. Donc, il faut que nous essayons d'utiliser les réseaux sociaux beaucoup plus pour nous apporter quelque chose de plus et non pour perdre nos connexions, perdre le temps, perdre même l'éducation qu'on nous a donnée au détriment de l'éducation de la rue, de tout ce que nous voyons, ceux qui ont voulu coûte que coûte montrer quelque chose. En réalité, ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup plus de bruit. Merci à vous, Richard Gouaguedi Bokono Adiayon. Merci pour ce moment d'échange assez remercie. Intéressant. Marie Douniovi, merci également pour ce moment d'échange. La Lyon, il ne faut pas oublier. La Lyon, notamment. Je crois qu'on vous aura encore pour d'autres sujets, d'autres panels. Merci à vous. Chers amis internautes, à présent, on passe au zapping de la semaine. D'accord. Quelle est la capitale économique du Bénin? C'est Porto-Novo. Et la capitale politique? C'est Cotonou. Le mot jardin? G-A-D-I-N. Quel est le nom du spécialiste des animaux domestiques? Quelle est la capitale économique du Bénin? Économique. Cotonou. Cotonou. Mono. Tu fais quelle classe? CMDC. Dans quelle école? Bangande. Quelle est la terminaison des verbes du premier groupe? ER. Cite-moi 3 verbes du premier groupe. Danser. Sauter. Travailler. Combien d'auxiliaires existent-ils en français? 2. Lesquels? Avoir et être. Alors, conjugue-moi l'auxiliaire avoir à l'imparfait. J'avais. J'aurais. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront. Liberté ton Christ-Seigneur, sanctifié, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout. La jadis à son appel, nos aïeux, sans. D'abord, avant de venir à l'extérieur, je vais l'orienter vers l'intérieur. La participation, la contribution de tous les Béninois aux élections n'est plus à marchander. Parce que c'est ce qui nous a ramenés au fond du gouffre au Bénin avant que nous puissions aujourd'hui être en train de remonter. Parce que à un moment, en 90, le Bénin a abandonné la chose politique à quelques personnes qui l'ont piloté comme ils voulaient, qui ont fait ce qu'ils voulaient du Bénin. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les Béninois doivent pouvoir contribuer, doivent pouvoir s'intéresser. Ce n'est pas leur chose, c'est notre chose à nous tous. Et quand je dis notre chose, eh bien, n'étant pas des demi-enfants du Bénin, n'étant pas des non-citoyens béninois parce que nous avons franchi les frontières, et bien les Béninois de l'extérieur sont également concernés par cela. Les élections générales qui s'approchent, c'est vrai que nous, il n'y a que les présidentielles qui nous concernent directement, on va dire, parce que les choses ont été décidées de cette manière, malheureusement, malgré le fait que pour les législatives et pour les communales, nous subissons, parce que les législatives, par exemple, les lois qu'on vote, on ne vote pas que pour les Béninois de l'intérieur. Nous aussi, nous subissons de l'extérieur. Et le choix de ces personnes qu'on envoie à l'hémicycle n'est pas représentatif de nous. Voyons, par exemple, pour ce qui concerne nos droits à l'étranger. Qui défend ça? Parce que oui, vous allez me dire, la plupart de ces personnes, ils connaissent l'Europe, ils connaissent, en dehors des frontières du Bénin, ils savent ce qui se passe à leur manière, parce qu'ils ne vivent pas nos réalités, ils ne savent pas ce que nous vivons à l'extérieur. Et moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que nous puissions réellement compter pour le Bénin, que nous puissions nous intéresser. Et là, je le dis parce que pour les frères et sœurs de l'extérieur, quand on parle de s'investir en politique, ils se disent, mais à quoi bon?
Mais non, pas à quoi bon, parce que aujourd'hui, que vous soyez aigris vis-à-vis du Bénin, parce que vous avez subi des revers, eh bien, je vous dirais que tant que vous ne ferez rien, vos enfants, vos petits-enfants subiront pire. Et ce sera cette fois-ci votre faute à vous. Nous devons pouvoir travailler à ce que notre voix puisse compter au Bénin. Et pour ce faire, là, jusqu'au 27, vous avez la possibilité de choisir vos centres de vote en fonction de votre résidence pour pouvoir choisir, du moins pour les présidentielles. Et pour ce qui concerne les municipales et pour les législatives, eh bien, essayez de vous intéresser au projet de société qu'on viendra soumettre dans les circonscriptions. Essayez de savoir qui sont ces personnes-là, ce qu'ils veulent réellement. Non, on ne va pas jouer la carte de l'ancienne corde. Non, l'ancienne corde, nous la connaissons. Nous l'avons vu. Ce sont des personnes qui sont là depuis, qui ne veulent pas partir. Nous n'allons pas continuer à leur donner notre quitus en silence, parce que quand vous n'allez pas choisir, quand vous n'allez pas voter, vous donnez un quitus à ces personnes-là pour qu'ils continuent à venir. Ils n'apportent rien au Bénin, ils n'apportent rien aux Béninois, ni de l'intérieur, encore moins de l'extérieur. Donc, quand vous allez pouvoir, de votre lieu de résidence, dire non, chers amis, chers frères et sœurs qui sont au Bénin, ne choisissez pas ces personnes que nous avons déjà vues échouer dans notre pays. Ne choisissez pas ces personnes qui n'ont rien d'autre à offrir. Si en 25 ans, en 20 ans, en 15 ans, ils n'ont rien pu donner, ce n'est pas maintenant qu'ils vont ramener quelque chose. Que ces personnes-là aillent à la retraite et qu'une nouvelle génération puisse se lever. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de nouvelle génération, même regardez, quand on va parler de 90, les enfants même qui sont nés en 90 sont aujourd'hui capables de gérer la cité. Donc, essayons de faire en sorte que nous puissions réellement peser dans la balance, même de l'extérieur. Et pour ce qui nous concerne, choisissons nos centres de vote, allez sur le site de l'ANIP, faites des mises à jour et votez. Votez, votez, vous avez tout à y gagner. C'est vrai, le Bénin aujourd'hui ne nous donne rien de consistant, mais le Bénin a fait des pas vers nous. Et à nous aujourd'hui de répondre à ce pas-là, à nous de faire en sorte que nous puissions aller vous enregistrer sur le registre des Béninois de l'extérieur pour avoir votre immatriculation qui vous permettra après d'aller sur le site de l'ANIP et de changer votre poste de vote. Je compte mais vraiment sur vous. Nous, Béninois de l'extérieur, avons espoir que les choses vont changer positivement pour que nous puissions réellement être tout simplement des enfants du Bénin. Tout simplement, pas ceux qui sont là-bas, mais tout simplement des enfants du Bénin. Et ensemble, construire un Bénin fort dont nous rêvons tous. Pas seulement pour nous, mais surtout pour les générations à venir. Étant donné que nous nous approchons à grands pas des élections générales de 2026, et ben nous, on aimerait avoir notre voix, notre parole, notre voix qui porte aussi, et qui retentisse dans cet événement-là qui s'approche. Et c'est à travers voilà, nos communications que ça pourrait être utile, parce que physiquement n'étant pas sur place, ici en France, on aimerait mobiliser, avec l'aide de tout le monde, de tout un chacun. Personne n'est inutile dans cette bataille-là. Et donc, nous invitons les membres les Béninois de toute la France, de toute l'Europe d'ailleurs, que vous jetiez dans la bataille et apportez votre pierre à l'édification. En vous inscrivant sur les listes électorales, en faisant les démarches nécessaires pour avoir votre carte d'électeur, en vous rapprochant de vos ambassades, de vos consulats, pour avoir les informations nécessaires pour pouvoir être prêt à apporter votre voix à ce moment-là. Donc, je nous invite à tous nous mettre dans la bataille, et que cela ne soit pas
que le travail de certains, non, c'est un travail de tous. Le travail de tous. Tant qu'on est béninois, on doit être concerné par ce qui se passe. Et ensemble, on pourra être heureux de participer à l'éducation, à l'avancement de notre pays. Parce qu'on est sur une dynamique et on ne devrait pas baisser les bras. Et donc d'ici, nous qui sommes ici dans la diaspora, on voudrait que vous comptiez sur nous et nous comptons sur nous pour que voilà, que nos voix soient aussi prises en compte. Et donc que chacun puisse se rapprocher de là où il faut pour faire les démarches nécessaires. Aujourd'hui, à travers Internet, justement, on peut retrouver les pièces nécessaires, on peut avoir les informations nécessaires pour savoir quand voter, où voter et comment est-ce qu'il faut aboutir à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir participer à ce vote-là. Donc, je vous remercie et que notre lutte aboutisse. Voilà. Donc, nous comptons sur tout le monde. Nous comptons sur tout le monde. Ne vous dites pas que voilà, ça ne concerne que ceux qui sont membres d'un parti et tout. Le Bénin n'a pas de parti. Le Bénin est un et nous sommes tous concernés par les décisions qui vont être prises à travers ces votes, à travers ces élections prochaines. Nous, membres actifs du parti Moël Bénin, pour ces élections de 2026, nous voulons bien que le nouveau président qui va s'installer prenne en compte nos doléances. Nous avons beaucoup de choses à demander. Même si on ne peut pas tout demander ici, je vais essayer quand même de vous éclairer un peu sur nos demandes. Nous voulons clairement participer au développement de notre pays. Et nous voulons investir dans notre pays. Et nous voulons que vous nous facilitez vraiment l'approche de la diaspora auprès de notre pays. Donc nous voulons que le nouveau gouvernement nous facilite les votes à l'étranger. Parce que c'est un peu compliqué pour nous, surtout de la Belgique, d'aller chercher un point de vote à des kilomètres. Et voilà. C'était Giovanni Chadaré de la Belgique, membre actif du parti Moël Bénin. Azodewa, bose mime diaspora le sinu kumeze yaga. Bo fide budi anagmo, be mana do Bénin hoide ya. Bo melody do na yi Bénin, meno don ko yeke na level lo pokiki. Si gbogbo de yin lo togudo. Mse bo mele dowe sumo bo yo Bénin mo bo yo Bénin sin ko mo. Côte d'Ivoire sin ko eno yon mi. Bo dinyo, nye sono se o eno de bo mele sin tia. Bénin je no se. Eni yo blum de bo mi me bodo diaspora de lo bodo. Me se ni no me de dote bo mi je mi de le toji bo na yin ko. Wo azode lo Bénin wo fi egbe dinyo. Et c'est un parti politique qui est là. Mais nous n'avons pas mis de l'air. Mais nous n'avons pas mis de l'air. On a dépassé partisans politiques. On a dépassé l'onil. Tout mettons. Mais on a bloqué. On vit mettons les. Bon, mais quand le titre me mettons du boulot, il est peri. Bon, mettons le. L'élection de Tchaoué là. Mais on a voté. Béninois dès que le diaspora pour le filer bo bien à voter. Et soigner do jemede et kamia. Bo mi dona yin wan to miton naturel. Mi dona yin wan to miton di. Nous di mi de soudan do nous miton vivere. Bo mi me bien à pledo bona blou. Ben na yin ko.
bon lo yo me biwe do je me di ye ni block mo de bu chawe kekle don me biwe di ye ni block mo de bu chawe bo me bi ni ple bo mi na no po bo na zetu ole agagona bo vi mi ton le ou tout so ou tout no vi mi ton de lo diaspora le bisese na tu no je me di fide lo vive de nu mi be mi na ji bo na wa so bon lo bio me bi do je me di mi kekle jawe bon be de bu ni ma chigutolo élection de chawe lo me présidentielle de chawe lo bon me bi na no po bon na wa bon bon mi ni cho critique wini de mi no po mi ni cho pito bon mi ple ba no po bon do je me di to mi ton na le yin ko mu pe kwa zo keke tebu bi be je me de ne me e kwa zo keke bobi na bro mono ma konfi ba to kunu mi bodo jo mi le mi ku de u amo mi na le yin ko lu nu yo